Rencontre avec Nathalie Lefebvre. En tête-à-tête avec les thérapeutes. Bonjour mes très chers auditeurs, ravis de vous retrouver en direct pour une nouvelle émission Rencontre. Alors aujourd'hui on a le grand plaisir d'accueillir une coach vocale, accoucheuse de voix, c'est Françoise Novak. Bonjour Françoise. Bonjour Nathalie. Ravie de t'avoir dans ce studio après notre fabuleuse rencontre au Cabaret Sauvage il y a déjà quelques semaines à l'occasion d'une grande projection qui avait été organisée par toute l'équipe du film qui a été suivie par quelques ateliers et puis j'avais eu la chance d'intervenir sur scène une petite minute pour parler de mon parcours, de mon activité et puis tout de suite ça a connecté, ça s'est bien branché, finalement les gens on les reconnaît quand on a des choses à faire avec eux. Merci Françoise d'être ici pour nous parler de ton parcours qui est un peu une mise à nu. C'est vrai, on exprimait l'idée que la voix est chantée. Parfois, c'est compliqué pour les êtres parce qu'ils ont l'impression de réellement se dévoiler. Là, aujourd'hui, je vais te faire te dévoiler, que ce soit dans ton histoire, mais aussi ton histoire vis-à-vis de ta voix. Ma chère Françoise, explique-nous, dans ton parcours, déjà dans ton enfance, est-ce qu'il y avait un lien avec la voix ? Est-ce que tu as toujours été connectée à ta propre voix ? Alors, j'ai toujours été connectée à la musique. Voilà, quand j'étais petite, en fait, quand je pleurais, quelqu'un se mettait au piano et je m'arrêtais aussitôt. J'étais absolument fascinée. Et j'ai commencé à faire du piano avant de savoir lire et écrire parce que je revenais de l'école et je retrouvais, en mettant mes mains au-dessus de ma tête pour atteindre le clavier qu'il y avait chez moi, et je retrouvais les chansons, enfin je retrouvais les airs des chansons au piano. Donc ma mère m'a appris à faire du piano d'oreille et j'ai même le souvenir d'avoir fait un petit concert à la maternelle. Du reste, je me suis trompée, je me rappelle très bien. J'ai dit, bon, je recommence. Ah oui, donc très prématuré. Voilà, non, la musique, c'est vraiment quelque chose de très, très, très puissant pour moi. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut parler d'oreille absolue, le fait d'entendre à peine une musique et de pouvoir la reproduire avec les notes, sans connaître forcément la lecture des notes de musique ? Bon, alors j'ai quand même fait du solfège, hein, mais effectivement, j'ai eu, parce que je ne l'ai plus tout le temps, l'oreille absolue. C'est-à-dire le fait de pouvoir reconnaître la hauteur d'une note. Mais je ne sais pas, je n'ai pas encore d'explication là-dessus, mais je me demande si c'est pas le vieillissement qui fait que parfois j'ai un petit décalage. C'est pas de beaucoup. Mais bon, mais cela dit, on peut très très bien vivre sans. Hein. C'est vraiment pas ça l'essentiel. C'est vrai. Et puis on peut avoir une moitié d'oreille absolue ou une oreille absolue par intermittence, comme tu dis. Pourquoi pas. Donc dès ton plus jeune âge, il y avait un vrai lien avec la musique, avec le piano. Est-ce que tu chantais déjà à cette époque ? Je pense que tous les enfants chantent. Et puis, j'en profite pour dire ça. Je suis absolument convaincue, sans pouvoir le prouver, que les êtres humains ont tous chanté avant de parler. C'est un langage universel. Un enfant, dans son berceau, il chante. Et c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un langage élaboré avec des verbes, des sujets, des compléments, des déclinaisons. Par contre, on chante spontanément. Et d'ailleurs, j'avais entendu une émission sur Arte, j'avais regardé une émission sur Arte sur le yodel, c'est-à-dire ce chant un peu comme ça que font les Suisses. Et c'était une émission consacrée à des Suisses qui ont utilisé le yodel pour faire de la musique contemporaine. Et ils racontaient que pour eux, le fait de vivre dans la montagne, c'était quelque chose de très oppressant parce qu'ils se sentaient écrasés par la montagne, sauf que le fait de chanter et de pouvoir chanter à distance, comme ça, de s'interpeller, ça leur permettait d'accepter ça et de se sentir à la hauteur de la montagne. Donc ça m'a énormément parlé sur le chant. Est-ce que peut-être aussi récupérer un peu d'oxygène ? On sait que plus on monte en montagne et plus l'oxygène devient rare quelque part. Je pense que c'est plus de l'ordre de la puissance, de se sentir de reprendre son ancrage. Aussi fort que la montagne, voilà. Ne pas être écrasé par elle en termes de monstre de la nature. Je pense que c'est plutôt ça. Alors la Françoise adolescente, elle était comment ? Est-ce que elle continue à chantonner ou est-ce que ça a été une période plutôt plus obscure, un peu comme connaissent certains adolescents ? Alors, c'était une période très difficile pour moi, mais d'ailleurs ça a commencé avant l'adolescence parce que mes parents ne s'entendaient pas. Et j'étais prise entre deux feux avec une mère qui en plus m'utilisait, comme font hélas beaucoup de mères, pour se plaindre quand ça n'allait pas. Et puis quand elle voulait que les choses aillent mieux avec son mari, elle m'utilisait un petit peu comme émissaire, bouc émissaire. Et du coup, j'étais prise entre deux feux, donc j'avais vraiment besoin de m'ancrer.
Et du coup, parallèlement aux études de piano et solfège que je faisais, je me suis accrochée aux mathématiques parce que les mathématiques, ça a le bon goût d'être oui ou non, mais pas oui aujourd'hui, peut-être demain, ah je ne sais pas après-demain et non le surlendemain. Donc ça m'a permis de tenir sur mes jambes. Et du coup, je suis devenue plus tard professeure de mathématiques en ayant fait des études et j'ai un CAPES de mathématiques qui m'a permis de voir ce qu'était l'éducation nationale il y a longtemps, puisque je l'ai quitté en 1984, ce qui fait très longtemps. Tu manquais de structure à cette époque et de manière inconsciente, ça a été une manière de retrouver un cadre. Ah, complètement. Oui, oui, d'être dans un monde qui n'était plus mouvant, mais où, une fois qu'on avait posé des hypothèses, les conclusions étaient claires, quoi. Ça n'allait pas changer parce qu'il faisait du soleil un jour et qu'il pleuvait le lendemain. Voilà, ça, c'était vraiment très important pour moi. Donc professeur de mathématiques pendant quelques années, c'est super intéressant. J'ai toujours été allergique aux mathématiques. C'est vrai que ça a toujours été très compliqué en étant une grande littéraire depuis toujours. Et je pense que c'est cette question de structure que je trouve intéressante de manière sous-jacente. En effet, j'avais du mal à rentrer dans une structure depuis ma plus tendre enfance. Donc les mathématiques, je pense que je sais pas que je suis née mauvaise en mathématiques, mais c'est que voilà, dans la discipline ou dans la manière de penser, d'intellectualiser, c'était plus compliqué pour moi. Oui, mais je pense que les gens qui ont des difficultés en mathématiques, bon, c'est d'une part lié au fait que le système est quand même délirant, puisqu'on veut absolument mettre les gens dans un moule au lieu d'adapter l'enseignement à là où ils en sont. Donc on voit bien ce que ça donne aujourd'hui et depuis longtemps, mais ça ne s'améliore pas. Mais au-delà de ça, effectivement, les difficultés sont liées à cette problématique d'autorité et de cadre. À un moment dans sa vie, quand on est adolescent en particulier, justement, certains ont besoin de sortir du cadre, de rejeter le cadre. Et du coup, ils peuvent avoir des problèmes en mathématiques. Et oui, tout ça, c'est lié. Moi, j'avais de la chance, j'avais besoin du cadre, que je n'avais pas ailleurs. Alors, à quel moment est-ce que tu as quitté l'enseignement et pour quelles raisons? Est-ce que tu voyais la fin de ce passage dans ta vie? Alors moi, je suis quelqu'un de très idéaliste et en enseignant les mathématiques, je voyais un objectif qui était très clair, c'est que chacun puisse décider de sa vie, de ses choix, en connaissance de cause. Donc de façon logique, de dire, voilà, si je fais ci, il arrivera ça, si je fais ça, il risque d'arriver ça, et donc, comme mon envie, c'est plutôt ceci, je vais par là. Et puis, j'ai été vraiment désespérée de me rendre compte d'à quel point, justement, cette mise dans le moule faisait que l'enseignement amène à avoir une élite qui va donner les ordres et à avoir un grand nombre de personnes qui sont dévalorisées parce qu'ils n'arrivent pas à suivre, ils ne comprennent pas, et puis on les traite parfois très mal, on les dévalorise, et du coup, ils sont à même d'accepter n'importe quoi si on les revalorise un peu, si on leur dit « bon, allez, vas-y ». Donc, ils ne vont plus réfléchir à ce qu'ils font et ils vont aller dans la direction qu'on leur donne. Donc, c'était exactement aux antipodes de ce que je souhaitais. Du coup, je me rappelle très bien un jour où j'avais un élève de seconde qui me disait mais absolument n'importe quoi au tableau pour être agréé. Et là, je me suis dit non, c'est pas possible, je m'en vais. Donc, j'ai décidé de trouver les moyens de partir. Et comme j'avais gardé tous ces contacts dans le secteur culturel et que j'étais très active à titre bénévole, je suis devenue, de fil en aiguille, je vais pas tout vous raconter, mais responsable du développement de la musique et de la danse dans un département français qui est celui de la Meurthe-et-Moselle. Donc tu étais parisienne à l'époque ? Voilà, et je suis partie à Nancy, ce qui était très bien parce que c'était aussi une expérience de décentralisation pour moi. Alors qu'est-ce qui a marqué, ce deuxième tournant dans ta vie? Là, ça nourrissait une autre partie de toi, un autre besoin. Est-ce que ça allait aussi avec l'évolution que tu vivais dans ta vie de femme ? D'être humain, oui. De femme, je ne sais pas si c'était spécialement ma vie de femme, enfin au sens genré du terme, mais voilà, j'étais vraiment très, très heureuse de partir et de donner le meilleur de moi-même pour que la musique et la danse se développent. Et puis j'ai pu commencer à mettre en place des projets collectifs qui rassemblaient des amateurs et puis des professionnels. Sauf que le milieu de l'enseignement fait qu'on est très centré sur sa classe. On est peu
pas forcément évident. Et là, je me suis retrouvée avec un conseil d'administration de gens qui venaient en fait dans cette association beaucoup plus pour tirer les sous vers leur structure que d'avoir une réflexion et une envie de fédérer des choses pour que les gens progressent ensemble. Et bon, ça s'est pas complètement bien passé parce que j'ai multiplié par de mémoire, je crois que c'est plus que 3, le budget que j'avais quand j'étais arrivée. Et ça a donné des envies aux gens. Et du coup, je suis partie un peu poussée dehors. Donc, je suis revenue à Paris et j'ai fait d'autres choses qui m'ont conduite notamment au journalisme quelques temps plus tard. Donc, plusieurs vies en une, en fait, Françoise. C'est vrai que moi... C'est intéressant, ce parcours professionnel. Oui. J'ai fait beaucoup de métiers différents. Et aujourd'hui... J'en vois tout l'intérêt parce que ça me donne une connaissance de milieux très différents, de problèmes que peuvent vivre les gens. Notamment, là je fais un petit saut, mais je suis devenue journaliste dans un journal de presse écrite qui s'appelait Le Quotidien du Maire, bien que quinzomadaire, c'est-à-dire paraissant tous les 15 jours. Et... En fait, j'avais fait quelques piges, c'est-à-dire quelques articles comme ça. Et la rédaction m'a dit, écoute, il y a quelqu'un qui s'en va. Et elle assurait, d'une part, la rubrique culture, qui était celle dans laquelle j'étais... Enfin, je dirais pas que j'étais bonne, mais en tout cas, j'avais des compétences. Ou tu étais en affinité, en tout cas. Voilà. Et elle était aussi responsable de la rubrique environnement. Est-ce que tu veux bien la remplacer ? Et là, je me suis dit, mais drôlement bien, l'environnement, j'y connais rien. Très bien. Topons-la. Et ça m'a amené à faire très vite toute une série de dossiers sur l'eau, qui est un sujet d'une complexité vraiment dingue. Et j'y ai pris goût, ce qui m'a amené à écrire des bouquins sur l'eau. J'ai écrit le premier livre sur le prix de l'eau en France. J'ai écrit un livre sur la problématique de l'assainissement des eaux usées, c'est-à-dire le nettoyage des eaux usées après usage, quand on utilise l'eau du robinet, l'eau du bain, etc. Et puis, j'ai aussi écrit un livre sur la façon dont l'eau courante est arrivée à Paris depuis les années 1850. Voilà. Et tout ça a amené le PDG de Général des Eaux, devenu Veolia, de m'inviter à intégrer l'équipe de communication de son entreprise. Donc voilà, ça a été un parcours très difficile, mais très très intéressant, et qui me donne surtout pas envie de retourner dans une entreprise. Surtout, déjà, on voit cette envie de se lancer. Tu nous parlais de cette carrière de professeur de mathématiques. Il semblerait qu'à cette époque, tu avais besoin de cadrer les choses, de savoir ce qui allait se passer après. Et finalement, on voit que la suite de ton parcours, ça a été plutôt de l'improvisation et le fait de se baser sur la rencontre qui elle-même nous amène là où on doit aller, et après à te laisser guider. Et puis on sent que tu fais pas les choses à moitié, c'est-à-dire que tu commences à parler d'eau sur ce magazine où il y avait une rubrique d'écologie, et tu finis par écrire des bouquins sur ce sujet-là. Donc c'était aussi un besoin en toi, à chaque fois t'as cette qualité de vouloir approfondir les choses, de pas pouvoir juste aborder la vie en surface. Je sais pas faire. C'est un peu tout ou rien. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Quand je prends un sujet, j'aime bien aller creuser. Alors aujourd'hui, tu permets aux gens d'accoucher de leur voix. Explique-nous ce que ça veut dire. Oui, alors je tiens beaucoup à ce mot-là plutôt que coach vocal, parce que c'est un mot qui me veut à peu près tout et rien dire. Et surtout, dans accoucheuse de voix, il y a la notion du corps. C'est-à-dire que le travail que je fais d'accompagnement vise à révéler quelque chose que les gens ont déjà en eux. Et c'est un travail à 1000% axé sur le corps. Les gens en sont vraiment très surpris parce que j'ai notamment une fois fait travailler quelqu'un qui est un grand sportif, qui fait du marathon et qui a même fait du marathon sur un pôle, donc par -50, et qui sait même faire du marathon à l'envers, c'est-à-dire qui court en reculant. Et quand il a fait la séance, il était absolument sidéré parce qu'il transpirait à grande eau. Et il m'a dit, mais je découvre des choses, j'ai jamais utilisé ces muscles-là, c'est vraiment incroyable. Donc les gens sont très étonnés de voir comment le travail est extrêmement physique, avec des muscles qui vont même parfois leur donner des courbatures certains lendemains. Ça peut arriver. Et puis c'est peut-être aussi la circulation d'énergie qui survient. Ah oui.
Oui, la semaine dernière, quelqu'un a travaillé et s'est mis à trembler comme une feuille. Et c'était vraiment l'énergie qui descendait après avoir été resté, après avoir, j'y arrive plus. Être resté. Être resté, voilà. Merci. Rester accroché là au-dessus de la poitrine, parce que très souvent, quand les gens respirent, ils font une respiration très haute en relevant les épaules, alors que justement, il faut laisser redescendre cette énergie et se servir bien davantage de son ventre. Voilà. Et ouvrir au lieu de se replier sur soi. Mais bien sûr, il y a des raisons pour lesquelles on fait comme ça et non pas comme il serait idéal de faire. Alors justement, François, si tu fais accoucher les gens de leur voix, c'est on est finalement plus ou moins en gestation de notre voix jusqu'au déclic où cette voix, on la laisse sortir. Qu'est-ce qui peut amener les gens comme ça à garder leur voix en eux et à pas la laisser s'exprimer? Alors, je dirais peut-être pas qu'ils gardent leur voix en eux, mais qu'ils ne révèlent pas l'intégralité de leur voix. Ce qui se passe, c'est qu'on a tous vécu des épreuves émotionnelles difficiles, et particulièrement au stade préverbal. On a par exemple des parents qui nous disent « tais-toi, pleure pas », et tout d'un coup on se pétrifie dans une position de défense où généralement on a les épaules qui viennent se dire bonjour vers l'avant, et puis aussi vers le bas avec la tête qui descend, et on a une forme d'enroulement, je dirais latéral et aussi vertical. Et en fait on s'est pétrifié comme ça. Et du coup, les côtes ne s'ouvrent pas bien, on ne prend pas le temps de respirer. On se rend compte qu'on dit aux gens, faites ceci. Ils prennent à peine une goulée d'air et ils foncent. Donc, ils n'ont pas de réserve. Et je prends d'ailleurs très souvent la comparaison de la voiture dont on remplit le réservoir d'essence. Pour nous, notre air, c'est notre essence, un sens bien sûr beaucoup plus large, mais notre voiture, ça ne nous viendrait pas à l'idée, enfin ça arrive parfois, mais d'attendre que la jauge soit à 0 sur l'autoroute pour nous dire on va aller reprendre de l'essence à la station-service. Mais c'est très souvent ce que les gens font. Je vais donner un exemple. Voilà, je parle, je ne m'arrête pas, je vais jusqu'au bout. Et puis je commence à pas être bien, et puis mon interlocuteur aussi. Et puis je prends une toute petite goulée et je reprends, donc je suis pas très bien, et je mets mal à l'aise la personne, même si c'est pas... Ah, ça fait du bien de reprendre sa respiration, même si ce n'est pas conscient. De même, quand on va à la station-service, ça ne nous viendrait pas à l'idée de mettre une goutte d'essence dans le réservoir et puis de repartir tout de suite sur l'autoroute. C'est ce qu'on fait tout le temps quand on parle aux gens. Et puis ce que font aussi plein de gens, ils inspirent et puis ils dégringolent et ils expirent. Donc le parallèle donnerait, je remplis mon réservoir d'essence à la station-service, et puis, tiens, j'en jette la moitié avant de repartir sur l'autoroute. Il y a plein de comparaisons qu'on peut prendre comme ça, qui sont très amusantes, et en fait, on est très prisonnier de ça. Donc, le travail que je propose, il vise à reprendre des bonnes habitudes, à remettre le corps dans ses bonnes bases, et après, il va en redemander. C'est ça qui est bien. C'est pas mental, c'est pas un mode d'emploi mental, parce que le corps, lui, il va se souvenir de ses positions, de ces temps qu'on se donne, et puis de l'effet que ça fait sur les gens. Parce que finalement, on serait dans une forme d'asphyxie intérieure. Le peu de respiration que l'on emploie au quotidien, que ce soit en parlant ou peut-être en chantant, on en parlera dans un deuxième temps. Mais c'est vrai que notre capacité respiratoire est immense, et on l'ignore. On l'ignore jusqu'au moment où on se met à respirer avec conscience. On l'ignore et on la freine parce qu'on s'est tellement pétrifié dans des positions de défense. Et puis, il faut tellement aller vite, il faut tellement répondre avant même que la question ait été posée que, voilà, on se précipite. Et je me rends compte, moi, en faisant travailler les gens, que ce dont on parle comme étant la présence, c'est pas quelque chose de divin, une réflexion extraordinaire. C'est faire les choses les unes après les autres en allant jusqu'au bout de chacune. Par exemple, inspirer complètement. Et là, le silence est habité et on peut faire ce qu'on a à faire et on le fait jusqu'au bout. Tandis que ce que l'on fait, on respire sans y penser du tout et on est déjà dans ce qu'on va faire. Donc on fait rien complètement bien et on n'est pas dans le présent.
Donc ça, tu permets aux gens de renouer déjà avec cette capacité respiratoire, en effet, qui nous ramène dans l'instant, qui permet aussi une oxygénation globale du corps. C'est vrai que l'impact sur la santé est immense quand on commence à réellement respirer. Et tu as remarqué aussi que ça permettait peut-être aux gens d'aller un peu plus au bout des choses. Il y a des gens qui sont très malheureux de se rendre compte qu'ils démarrent des choses dans la vie et ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Est-ce que selon toi, le fait de commencer à respirer, à prendre le temps de respirer, ça pourrait être une première clé vers le fait de d'aller au bout des projets, d'aller au bout de ce qui est important pour nous? Alors, d'une part, le fait de reprendre ces positions, de voir que la voix s'enrichit d'harmoniques magnifiques, parce que même des gens qui ont une voix moche finissent par avoir une belle voix qui est la leur, qui n'est pas celle de Marilyn Monroe ou de Dean Martin, mais c'est vraiment une appropriation de quelque chose qui est soi. En retrouvant tout ça et en retrouvant la puissance vocale qu'on avait quand on était bébé, ce qui scotche les gens, tout d'un coup on retrouve sa puissance. Donc, tout d'un coup, ça se fait progressivement. Quand tu parlais de déclic tout à l'heure, c'est pas un claquement de doigts et puis ça y est, il y a l'avant et l'après. Il y a des déclics, mais c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme. Donc, avec tout ça, les gens reprennent confiance en eux. Ils retrouvent une estime d'eux-mêmes. Et du coup, ils osent redevenir eux-mêmes et donc de faire leur vrai choix. De décider vraiment de ce qu'ils veulent faire d'eux-mêmes dans leur vie. Ça, c'est très, très frappant. Ils osent dire non, ils osent dire des choses qu'ils ne disaient jamais. Je reprends un exemple d'une personne qui a une bonne 50aine d'années, qui est venue avec une toute petite voix, et puis qui, dès la première fois, a sorti une voix énorme. Et la fois d'après, elle m'a dit « J'en suis parvenue, j'ai crié sur ma fille, c'est la première fois que je fais ça. » Et elle était ravie, parce qu'elle n'arrivait pas à dire ce qu'elle avait à dire. Alors, l'idéal, c'est pas de crier, évidemment, sur les gens, mais c'est de pouvoir sortir ce qu'on a à sortir quand on en a besoin pour avoir des relations vraies avec les gens. Dire que selon toi, la voix, elle est représentative de ce que l'on est dans l'instant et ce qu'on s'autorise à être. Ah oui. De ce qu'on est, de son état, de tout ce dont on a hérité aussi. Oui, c'est vraiment Le mot baromètre n'est pas bon, je ne sais pas quel mot trouver, mais c'est vraiment une image de ce que l'on est, de ce que l'on a à l'intérieur de soi et de qui l'on est. Si, le baromètre de ce qu'on peut être dans l'instant et... Oui. Non, mais quelque part, ça me fait un petit peu penser à ça, parce que la voix est tellement changeante d'un jour à l'autre, et en effet, il peut se passer des choses dans la vie qui font changer notre voix. On a tendance à mettre un peu les gens dans les cases. Il y a des gens qui ont une voix qui porte, et d'autres qui ont des toutes petites voix. Il y a des gens qui ont des voix graves, et d'autres des voix aiguës, mais cette voix, elle est soumise au changement. Comme l'on est, nous, au quotidien, chaque jour nous amène du changement si on est ouvert à laisser ce changement nous faire évoluer chaque jour. Mais notre voix peut changer, et là, c'est ce que tu soulignes, c'est que cette dame qui avait une toute petite voix, c'était pas juste naturel d'avoir une toute petite voix. Il y a des gens qui même n'articulent pas parce qu'ils ont pas envie qu'on les comprenne de manière inconsciente. Oui, complètement. Voilà, ils ont pas envie de donner de leur voix. Et donc toi, tu leur redonnes le goût de ce que c'est que de vivre pleinement sa voix. Alors, les gens qui viennent me voir, ils ont déjà ça en eux. C'est quelqu'un qui ne se dit pas ma voix, je suis pas bien avec elle, ou je ne suis pas entendu quand je parle, les gens ne m'écoutent pas. J'ai beau dire des choses, personne ne m'écoute. C'est comme si je plaidais dans le désert. Il faut bien qu'il y ait une demande de leur part, parce que c'est un travail tellement interpellant, tellement fort, que si les gens ne sentent pas résonner une forme d'appel, ils vont pas venir. Donc justement, tu attires ce type de public à toi. Des gens qui ont envie de donner un petit peu plus de voix. Est-ce que c'est souvent l'attente des personnes que tu reçois ? Alors, il y a donner plus de voix, mais il y a une voix dont ils sentent que c'est pas la leur. Par exemple, il y a des femmes qui ont des voix de petites filles. C'est terrible. Elles ont un corps de femme, un statut de femme, et puis c'est tout fluet. Et c'est là, ça, au-delà du dysfonctionnement physiologique ou de quelque chose qui pourrait toucher les cordes vocales. Ah oui, ça n'a rien à voir. C'est souvent
je ne sais pas dans leur vie, mais une des interprétations possibles, c'est des parents qui vont désirer que leurs enfants ne grandissent pas, qu'une femme reste une petite fille. Donc elle va vivre sa vie, mais il y a vraiment tout cet aspect-là qui lui manque. Et je pense en particulier à quelqu'un qui est venu il y a très peu de temps, que j'ai rencontré dans le cadre d'un réseau, et à qui j'ai fait faire un certain travail, et qui a commencé à donner une voix grave, mais c'était saisissant. Alors par contre, c'est pas évident tout de suite de réintégrer ça dans sa vie courante. Parce que si vous parlez comme ça d'habitude en vous excusant et qu'avec votre petit chéri vous allez le voir comme ça, bon, en général, vous allez vous associer plutôt avec quelqu'un qui prend de la place. Et si, quand vous revenez le soir du matin où vous avez parlé comme ça, vous lui dites « Oh, bonjour chérie, comment ça va ?» il va dire « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Moi, j'ai pas acheté ça, moi. » Oui. D'ailleurs, j'ai fait travailler quelqu'un qui m'a raconté ça. C'était un stage. J'avais des personnes l'après-midi qui revenaient le lendemain. Et une des filles avait vraiment sorti une superbe voix. Elle est rentrée chez elle. Et le lendemain, elle nous a raconté comment les choses s'étaient passées. Donc, elle a vu son compagnon. Et elle lui a dit, tu sais, j'ai sorti une voix aujourd'hui, mais j'en reviens pas. Et le mec l'a arrêté en lui disant, ah, mais si tu crois que c'est toi qui vas commander à partir de maintenant, hein, surtout n'imagine pas ça. Crac. Okay, j'ai trouvé que c'était un témoignage édifiant. Et c'est vrai que c'est difficile de... Par exemple, si vous avez un supérieur hiérarchique pas sympa du tout, qui vous... Vraiment... qui vous rabaisse. Voilà, vous écrase un peu. Si vous venez avec une voix de stentor, il va dire non, mais ça va pas, non voilà. Donc, il faut s'approprier ça. Et puis, il faut aussi vouloir changer les relations avec les gens. Or, parfois, on tient à sa place, on tient à la relation avec ses proches, et du coup, il faut que les choses se fassent, s'intègrent pour se dire, c'est quand même moi d'abord qui dois me développer pleinement, et puis les gens, voilà, m'affirmer. Les gens, ils acceptent ou ils n'acceptent pas, donc ils vont bouger avec moi, et puis s'ils bougent pas, c'est peut-être que je n'ai plus envie d'être avec eux. Mais c'est intéressant de se dire que la puissance vocale, le timbre de la voix, finalement, donne réellement des messages inconscients. Et ça, dans ton travail, tu le vois tous les jours. Énorme. C'est-à-dire que ce mari qui réagit très mal parce qu'à un moment, sa femme se met à parler avec une voix qui est plus posée, plus forte, plus intégrée, sûrement plus ancrée, où elle prend un peu plus de poids. Tout de suite, ça l'effraie de se dire non, mais c'est pas toi qui va prendre les commandes de la maison. Et c'est fou. C'est rare que ce soit aussi direct. Hein. C'est vraiment une réaction primaire qui est rarement exprimée comme ça. Mais c'est très emblématique. Donc à longueur de temps, nos voix, lorsqu'on dialogue, elles influencent les interlocuteurs. Oui. Ah oui. Tu penses qu'il y a finalement le fond de ce qu'on est en train de dire et la forme qui est menée par la voix, et on doit, si on n'est pas à l'aise avec sa voix, travailler pour que justement le fond du message, même si c'est des messages du quotidien, mais soit plus porté. Alors, le fait d'être bien avec sa voix, de prendre en corps, d'incarner, moi j'adore ce mot, je tiens à le dire, incarner, ça veut dire dans la viande. Je trouve ça génial, parce qu'on est tellement peu aujourd'hui dans l'incarnation. Incarner, c'est absolument fondamental. Quand on incarne, en fait, on retrouve une unité de l'être. On n'est plus seulement une tête qui décide, qui prend des décisions comme ça à l'emporte-pièce, entre guillemets. Enfin, j'exagère un peu, mais ça peut être vraiment totalement dématérialisé, désincarné. Le fait de s'incarner, ça va faire qu'on va avoir une réflexion beaucoup plus unitaire, beaucoup plus humaine, où le cœur, le spirituel, le corps, tout va être rassemblé, et dans une belle unité humaine, on devient un vrai être humain. Pas mal. Et puis on devient soi, surtout. Oui, mais c'est ça, devenir un être humain. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir trouver sa propre voie, et sûrement que ça derrière ça va impliquer peut-être des changements de vie, des remaniements de vie, puisqu'en fait quand on prend vraiment sa place, il y a beaucoup de choses qui changent autour de nous. On n'a plus envie d'être la personne qui se cachait qu'on était avant. Oui, vraiment trouver sa voie VOIX, ça conduit à trouver sa voie VOIE, et j'en suis vraiment l'exemple, parce que j'ai fait un parcours atypique sur le plan professionnel, et je suis arrivée à ce travail d'aujourd'hui, et je sens vraiment que c'est une mission de vie, quoi.
Alors c'est vrai qu'on remarque dans ces sociétés, enfin dans cette société occidentale, que beaucoup de gens ne supportent pas leur voix et c'est sûrement très révélateur. Tu dois te rendre compte en discutant avec les gens qui te disent quand j'entends ma voix sur mon répondeur, mais c'est une horreur, j'ai du mal à m'entendre et énormément de gens, et moi je parle avec beaucoup de gens qui me disent ah bon t'es animatrice radio mais ça va, tu supportes ta voix, tu t'écoutes, et je leur explique que justement c'est un vrai travail d'amour de soi, d'appréciation de soi, qu'à un moment de savoir s'écouter et de se dire bah oui, ma voix, en effet, c'est entre la voix que vous entendez quand vous parlez à votre interlocuteur et une voix enregistrée, ça va pas être exactement la même chose. Mais je pense que il y a un réel enjeu, à un moment, à être en paix avec sa voix, Oui. à apprécier sa Oui, voix. oui, oui. Mais ça se fait de l'intérieur, ça se fait dans les vibrations qu'on trouve dans son corps. Après, éventuellement, avoir eu des difficultés, et c'est à accepter une belle voix, une voix qui porte, et c'est la raison pour laquelle je fais travailler les gens à plusieurs, parce que quand quelqu'un révèle une voix beaucoup plus puissante, souvent, ça transgresse des interdits. Et du coup, la personne dit « Oh, j'ai hurlé, c'était affreux, vraiment horrible ». Et les gens écarquillent des yeux grands comme des soucoupes, en disant « Mais pas du tout, elle était beaucoup plus pleine, et puis ça prenait l'espace, on avait envie d'écouter, c'était beau ». Donc il y a vraiment besoin de ce retour des autres. Parce que c'est vrai qu'on n'entend jamais sa voix telle qu'elle est perçue par l'extérieur. C'est normal. Comment arrêter d'être aussi dur avec sa voix pour tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui ? J'ai pas de recette, mais c'est voilà, le fait de venir la travailler et de voir progressivement comment elle prend de l'ampleur, comment elle interpelle les gens, parce que je fais faire des impros et les gens peuvent être scotchés, vraiment on voit comment les gens sont intéressés, et ces impros en plus font qu'on a accès à sa créativité qui est très très verrouillée. Et quand on accepte de sortir de sa tête, d'arrêter de tout faire passer par le filtre du mental et à laisser couler, mais c'est extraordinaire. On pourrait écrire des contes, des romans à partir de ce que racontent les gens, et c'est absolument passionnant. Quand ils touchent, se lâcher prise. Oui, mais à un moment... Enfin, je fais en sorte que ça soit le plus vite possible, mais très souvent, dès la première séance ou quelques séances, ça se fait très facilement. Alors tu fais travailler les gens en tout petits groupes, parce que c'est vrai que c'est un travail de l'ordre de l'intime, mais le petit groupe et d'être avec plusieurs personnes, ça permet justement de créer des effets de miroir, d'avoir le retour des gens au-delà de toi en fait. Oui. Alors il y a cet aspect-là qui est très important. Il y a bien sûr le fait qu'il y a une énergie de groupe. Il y a le fait qu'il y a un auditoire. Il y a que de temps en temps, je fais intervenir des gens du groupe pour aider à tenir une position qui n'est pas très facile, par exemple au niveau d'un équilibre. Et puis ce que je constate aussi, et c'est l'intérêt pour chacun, c'est que quand il y a quelqu'un qui passe, les autres font les mêmes exercices en même temps. Par exemple, quand je dis aux gens d'ouvrir la bouche, ce qui est d'une difficulté terrible, parce que on a tous des mâchoires, on se tient à ces mâchoires serrées et à ces épaules qu'on soulève. Voilà, sinon lâcher, c'est la peur de tomber, que tout s'écroule. Et bien donc je vois les gens, ils font les mêmes exercices. Ils se tiennent les côtes. Quand je dis ouvre les côtes, pousse mes mains pour inspirer. Donc les gens ont travaillé avant de passer à leur tour. Et c'est très patent parce que on voit que les gens ont progressé déjà quand ils viennent à leur tour faire un exercice. Et puis il y a des effets miroirs absolument extraordinaires. Tout le monde n'a pas les mêmes problèmes. Il y a des grandes familles de problèmes communs, mais voilà, ça... de respirer en levant les épaules et en rétrécissant ses côtes, enfin en se rétrécissant. Ouais, je prends l'exemple, je prends deux exemples. Je trouve qu'il y a deux grandes familles de respiration. Il y a respirer à la façon des statues de Giacometti. Giacometti, c'est un très grand sculpteur qui a fait des statues longilines qui s'étirent vers le haut, et on se dit que s'il les avait un peu plus étirées, elles tombent par terre. Il y a plus d'ancrage, c'est vraiment on tire et elles tombent. Et il y a la respiration façon Bibendum Michelin, et moins poétique mais très imagée, c'est-à-dire de trouver un ancrage sur le sol et une respiration latérale qui permet aux côtes de se déployer, d'oser respirer dans le latéral et de s'ouvrir au lieu de tirer vers le haut avec les épaules qui montent et en remontant toute l'énergie au-dessus de la poitrine au siège de l'émotionnel qui nous rend totalement victimes de tous les stress. Voilà.
Et donc dans ces deux catégories, les gens ont souvent des choses à travailler, et même pour des personnes qui travailleraient d'ores et déjà avec leur voix, on sait que la nécessité régulièrement d'entretenir notre voix, de travailler sur notre respiration, finalement, c'est aussi une routine du quotidien qui devrait s'instaurer, que de prendre un temps pour respirer. Est-ce que tu invites les gens avec qui tu commences à effectuer un travail, à continuer, à le prolonger, mais avec eux-mêmes? Alors, la deuxième famille là, du Bibendum Michelin, c'est quasiment jamais le cas. Hein. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je continue à travailler. Parce que moi, je continue à régler des problèmes de voix. Parce que j'ai eu des problèmes de voix énormes dans mon parcours. C'est ça qui m'a amené, parce que je voulais chanter, à commencer à trouver des gens un petit peu hors normes, qui, contrairement à la plupart des profs de chant, qui ont des méthodes qui tiennent assez peu compte des difficultés des gens, parce qu'ils ne savent pas les aider. Très souvent, il y a des très très bons profs, mais très souvent, eux-mêmes n'ayant pas eu de problème, ils ont des difficultés à percevoir ce qui limite leurs propres élèves. Donc moi, je continue à travailler et je fais des stages avec différentes personnes. Je travaille avec une orthophoniste parce que je me suis découvert une langue hypertonique qui vivait sa vie indépendamment de moi, etc. Donc je continue à creuser le sujet pour moi, ce qui me permet évidemment d'améliorer mon travail, ma vision de ce qui se passe quand je fais travailler les gens et de trouver sans arrêt des nouveaux outils. Et par rapport au fait de leur proposer de travailler tout seul, non, vraiment tant que les choses ne sont pas très bien installées, je préfère que les gens ne travaillent pas parce que sans se rendre compte, ils reprennent les travers qu'ils ont spontanément. Ils ne se rendent absolument pas compte qu'ils lèvent les épaules, ils ne se rendent pas compte qu'ils n'ouvrent pas la bouche, qu'ils serrent tout. Donc non. Il vaut mieux ne rien faire et laisser le corps lui-même faire son propre travail d'intégration entre les séances. Et contrairement, pardon. Non, je t'en prie. Ça m'amène à dire que contrairement à beaucoup de gens, moi je demande pas aux gens de venir toutes les semaines. Au contraire, il faut laisser un certain temps pour que le corps intègre les stimuli qu'on leur a donnés pendant la séance et le travail va se faire tout seul. Tandis que si les gens reviennent avec leur tête, ils vont reprendre leurs automatismes d'avant. Puis on sait souvent que c'est très très important quand on a bien fait certains exercices en compagnie d'un professeur, d'un enseignant, quelqu'un qui nous encadrait, l'inconscient l'a intégré de cette manière-là. Si on le refait ensuite chez soi et que là pour le coup on le fait mal, l'inconscient va réintégrer mais le mauvais schéma. Et ça pour le coup c'est vrai, il vaut mieux garder et s'habituer à la bonne manière de faire que de vouloir trop faire et mal le faire. Mais moi, je pensais plutôt à, inviter les gens à un peu plus respirer, à peut-être un peu plus chanter, à lâcher leur voix. On parle de lâcher prise. On devrait aussi toucher ce lâcher prise quand on chante, comme tu disais, quand on est enfant, on sait presque chanter avant même de savoir parler, parce que chanter, il y a la notion on s'en fout de la construction, de la manière on peut même chanter juste avec une syllabe, un son, mais on libère quelque chose en chantant. Est-ce que ça, tu t'invites profondément les êtres qui croisent ta route, ceux qui viennent en séance, mais pas seulement, à un peu plus chanter? Je les invite pas, ça se fait tout seul. Il y a des gens qui me disent « Ah, j'ai recommencé à chanter dans ma salle de bain, par exemple. » Et puis les gens viennent spontanément au chant. J'ai fait travailler quelqu'un qui était conférencier, que j'avais rencontré justement du temps où je travaillais beaucoup dans le domaine de l'environnement. Il venait là parce qu'il sentait que sa voix était un peu voilée quand il intervenait. Et de fil en aiguille, maintenant, il fait du chant et il commence à avoir une voix de crooner que c'en est absolument sidérant. Et il a envie. En fait, c'est normal d'avoir envie de chanter. C'est des choses qui sont spontanées, naturelles, que notre éducation a coupées. Et particulièrement, je trouve, en France, les gens ne chantent plus, quoi. Les gens ne chantent plus, les gens ne sont plus vraiment en lien avec eux-mêmes. Enfin, c'est tout un ensemble. Et en effet, quand on voit les critiques et les jugements que les personnes portent sur leur propre voix, qu'elles soient chantées ou parlées, on se rend compte peut-être du fond du problème qui est là, c'est-à-dire le désamour de soi. On a des jugements beaucoup trop difficiles vis-à-vis de nous-mêmes. Voilà, il faut juste retrouver le lien profond d'amour que l'on a avec soi, évidemment. Comme tu le disais, ça se fait pas en un déclic, mais il faut se mettre à l'ouvrage dès maintenant. On n'a plus de temps à perdre pour commencer à être en paix avec soi et en paix avec sa voix. Ça me fait penser ce que tu dis aux personnes qui viennent aussi de me voir parce qu'elles chantent faux. Et ça, c'est une douleur absolument terrible,
une blessure narcissique de beaucoup de gens à qui on a dit mais tais-toi, tu chantes comme une casserole, on veut plus que tu chantes. Donc c'est une mise à l'écart horrible et j'ai plein d'adultes qui viennent en me disant ah non je veux pas me risquer, enfin j'ai des problèmes pour chanter donc je voudrais plus chanter faux, mais en même temps pour qui le fait de faire monter sur des fréquences est une épreuve et presque toujours dès la première fois ces gens-là se mettent à chanter juste. Parce que ça vient d'un déséquilibre entre l'énergie qu'on met, l'intensité, l'attention aussi qu'on porte. Bah C'est-à-dire que je me rends compte quand je fais faire des exercices de temps en temps que les gens sont tellement focalisés sur quelque chose qu'ils n'écoutent plus la note que je leur donne au piano. Et là, forcément, la probabilité de tomber sur la bonne note, elle est quasi nulle, puisqu'ils ne l'ont pas écoutée. Donc ils font un son, mais ils n'ont pas pris le temps d'écouter. Et dès que ils sont suffisamment décontractés pour le faire, Et attentif. ça se remet. C'est-à-dire parce que les gens bloquent trop en fait. Oui, je pense c'est ça. qu'ils ont peur, ils sont en train de Voilà, projeter l'attente de ça va pas être bien. Ouais. Et c'est sûr que d'y amener déjà toi le cercle de bienveillance pour qu'ils se sentent à l'aise de le faire. Mais voilà, il faut se laisser aller. Il faut se laisser aller et pas être en effet dans tous ces jugements que l'on a peut-être reçus depuis l'enfance et qui nous ont empêchés d'être libres. Voilà, puis mieux doser son énergie. Ça, c'est très important pour la bonne fréquence du son. Est-ce qu'aujourd'hui, chère Françoise, tu te sens à ta place dans ta vie? Est-ce que tu te sens épanouie de transmettre aux gens la clé de leur propre voix? Alors, je dirais pas que je leur transmets parce que c'est vraiment eux qui la trouvent. C'est pas moi qui arrive et puis qui tend une clé. J'accompagne les gens. Oui, c'est vraiment une mission de vie pour moi. Je dirais même que mon travail est politique au sens fort du terme, parce que pour moi, aider les gens à prendre leur place, et l'expression qui me vient même, c'est habiter sa maison. C'est quelque chose qui fait que, pour revenir à ce que je disais au début, je vais faire mes choix, les bons choix pour moi. Je vais pouvoir dire non, je vais pouvoir prendre une décision, adhérer à certaines valeurs et certaines positions qui vont faire que voilà, j'incarne ma dimension d'être humain pleinement, et donc je dis non au fait qu'on veuille m'obliger à faire comme ci ou comme ça. Je prends vraiment les choses en main pour faire de ma vie ce qu'elle doit devenir. Donc pour moi, c'est politique. Alors, chère Françoise, en tout cas, on voudrait plus de femmes politiques comme toi dans ce monde. On a une question de Maryse avant de donner les coordonnées de ton site internet. Donc, elle demande s'il existe des accoucheuses de voix en province et plus particulièrement dans les Bouches-du-Rhône à Marseille. Y a-t-il un rapport entre une faiblesse de la voix et une légère surdité due à des cristaux soudés dans les oreilles? Alors, moi, je ne suis pas médecin. Et d'ailleurs, je ne suis pas non plus thérapeute parce que j'entendais le début de la... Mais c'est un jingle, voilà, c'est compliqué avec ce jingle parce qu'on met un peu tout derrière, mais non, c'est pas forcément rencontre qu'avec des thérapeutes. Alors, je suis bien incapable de répondre à cette question. Par contre, la question d'ordre thérapeutique avec les cristaux, il y a des médecins spécialisés des organes de la voix. Ça s'appelle des phoniatres. Et il y a normalement des phoniatres partout en France. En tout cas, il y en a des très bons à Paris. Donc, si cette personne veut me contacter par mon site, je peux lui donner des coordonnées de très bons phoniatres. Parce que là, c'est carrément médical, la question qu'elle me pose. Et sinon, par rapport aux accoucheurs et accoucheuses de voix en province, oui, dans les Bouches-du-Rhône, est-ce que c'est les Bouches-du-Rhône ? Je crois que c'est les Bouches-du-Rhône. Je connais quelqu'un qui est près d'Arles. C'est justement la personne qui m'a formée, qui est absolument extraordinaire. Elle s'appelle Dany Desjardins et on peut trouver son site, c'est Voix Parallèle. En cherchant Voix Parallèle, ça doit être voixparallèle.fr. Voilà, donc Maryse a sa réponse. Voilà, et pour toutes les personnes qui habitent en région parisienne, qui ont envie de te rencontrer, Françoise, on peut se rendre sur ton site internet. Donc c'est www.françoisenovac.com. Donc j'afficherai l'adresse du site internet dans la description de l'émission. Je dirais plutôt Francoise parce qu'il faut surtout éviter de mettre la cédille sous le C. C'est vrai. Alors Francoise, en tout cas pour une adresse internet, c'est un peu mieux. Et si on a envie de te contacter par mail, à quelle adresse peut-on le faire, chère Françoise ? Eh bien, contact@francoisenovac.com. Ok. Alors, Cornaline qui rebondit et qui dit à quand des stages en province? Est-ce que toi, tu serais prête si y a des groupes de
Alors c'est par 4 personnes, c'est avec 4 Avec personnes que tu bonheur. travailles. Alors, si je fais un stage, ça vaut le coup de faire plusieurs jours. Et dans ce cas, je peux prendre jusqu'à 8 personnes. Ok. Avec bonheur. À bon entendeur, en tout cas, chers auditeurs. Merci d'avoir été présents tout au long de cette émission, à notre écoute. On vous souhaite une merveilleuse journée. Laissez vivre votre voix. Un grand merci, Françoise, pour toutes ces belles informations. Merci beaucoup, Nathalie. À bientôt. Au revoir.